s'était fait dire, la princesse Élisabeth va venir et tout, et on va aller. Mais ça, je me souviens pas tous les jours qu'arrive une visite royale où c'est la future reine qui vient nous sourire et qui est charmante, etc. Et je me souviens, là, ça m'émouvait, il y avait des gens qui pleuraient. Ça m'a marqué, beaucoup plus que le fait que ce soit la princesse Élisabeth qui serait peut-être la reine, etc. Mais j'avoue que ce premier emportement populaire que je vois dans une foule à Rimouski en 1951, bien ça m'est resté. C'est en 1951 que la princesse Élisabeth, future reine d'Angleterre, effectue une traversée complète du Canada. Pour l'occasion, elle s'arrête dans les villes les plus importantes du pays le long de la voie ferrée. Ces escales provoquent une mobilisation des populations locales qui se doivent d'accueillir convenablement la future reine du Commonwealth britannique. Le 5 novembre 1951, le convoi royal s'arrête à Montmagny, Rivière-du-Loup, Rimouski et Montjoly avant de continuer vers les provinces maritimes et Halifax. À 6 heures tapantes, la fébrilité de la foule est palpable lors de l'arrivée du convoi princier. À Rimouski, Robert Lévesque se souvient de cet événement qui a marqué son imaginaire d'enfant. Chroniqueur littéraire, critique de théâtre, de spectacle. Oui. Pour le journal Le Devoir pendant... J'ai été 16 ans au Devoir. 16 ans au Devoir, OK. Bien, 50 ans de pratique journalistique. Oui, j'ai 50 ans de pratique. Auteur, essayiste, directeur oui. de collection. Oui. D'une certaine manière, vous portez plusieurs chapeaux. Mais aujourd'hui, le chapeau qu'on veut vous faire porter, c'est celui d'un enfant de 7 ans. Oui. Quand vous avez été témoin, bien sûr, de la visite de celle qui allait devenir la reine, la princesse Élisabeth. Oui. Quels sont les souvenirs, le souvenir peut-être le plus vivace qui vous revient à l'esprit? Vous avez 7 ans, là. Bien, c'est évident que c'est sur le quai de la gare, quand on est tous là. Je me souviens pas de comment on nous y amène, mais c'est évident qu'on y va par classe, par école. Oui. C'est pour les enfants, parlons des enfants d'abord. Moi, j'étais pas dans les adultes. Chaque école, par exemple, mes deux sœurs qui étaient dans des écoles différentes, une chez les Sœurs Grises, l'autre c'est les Sœurs de la Charité, et moi j'étais à l'Institut Notre-Dame, qui était pas loin de la gare. Et donc on s'était fait dire la princesse Élisabeth va venir et tout, et on va aller. Mais ça je me souviens pas vraiment de ça. Mais je sais qu'on est comme en service commandé, comme on dirait, par école, les écoles. On est chacun en rangée. Et nous c'est une école mixte garçons-filles. Voilà. Et on était là. Et sur le quai de la gare, on était assez bien placés, à mon avis, parce que je me rappelle très bien d'avoir vu la princesse sortir avec son mari et s'avancer. Je la voyais très bien, probablement, parce qu'on était des enfants de 5, 6, 7 ans. On était en avant. Voilà. Mais vous avez dit que le tout Rimouski avait été mobilisé, en quelque sorte. On avait demandé au commerce de fermer, aux entreprises, même, je pense, à l'époque. Oui. Et évidemment, les écoles, les élèves, de se rendre. C'était un grand événement qu'il fallait souligner. C'est un grand événement, mais ça, j'ai su ça par après, parce que si je veux me remettre dans la tête de 7 ans, c'est évident que c'est un premier grand événement rimousquois, pour moi, parce que avant cela, je n'ai rien vu de pareil. Il n'y avait pas des rassemblements, des foules à Rimouski, ou en tout cas à mon âge, je n'y participais pas. Et il n'y a pas je me souviens pas qu'il y ait d'effervescence ou tout. C'est plutôt tranquille. J'entends pas de bruit de foule et tout. Et le train va arrêter là-bas parce que le dernier wagon est organisé pour cela. Devant la gare comme telle ou à peu près, un petit peu plus loin? Un petit peu dépasser la gare. Oui. Et elle va apparaître sur un balcon, en quelque sorte, là, sur le dernier balcon. Elle sort avec son mari. Et puis là, il y a un premier applaudissement. Et puis là, elle va descendre. Puis elle va s'en venir vers ici, vers Elle va s'adresser aux gens à ce moment-là? Est-ce qu'elle va parler aux
au public? Non, elle va parler dans la partie plus officielle, dans le sens que au bout, probablement, un peu plus loin, le maire est là avec une table, un livre d'or qu'elle va signer, et là, elle va parler un peu. Okay. Mais moi, je vous avoue franchement que dans la foule, j'ai pas vraiment entendu beaucoup. Moi, je regardais, j'étais fasciné, le spectacle et tout. Et puis, tout ça s'est passé rapidement. Ça, c'est pas, on parle pas d'un spectacle d'1 heure, là, ça s'est passé en quelques minutes. Rimouski est une société, évidemment, fortement influencée par la religion. Hein? Oui. C'était d'ailleurs tout ce qui était officiel à Rimouski à l'époque exigeait la présence du clergé. Oui. La religion et la politique, parce que ça marchait ensemble. Ah, oui. Je vous rappelle que c'était l'époque de Duplessis, oui. Et que Duplessis avait les archevêques, les évêques et les congrégations dans la main. Ça marchait ensemble. Et Monseigneur Courchaine, qui était l'évêque de Rimouski, mais qui venait de mourir... Peu de temps avant la visite. Très peu de temps avant, moins d'1 an, était un des évêques du Québec le plus proche de Duplessis. C'est vrai. Et vraiment, on pourrait rappeler l'affaire Charbonneau, etc. Donc, c'est l'archevêché qui était un peu l'organisateur ou l'architecte de l'événement. Tout à fait. Voilà. Parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est que l'année précédente, lors du fameux feu, toutes les autorités internationales, le pape, le roi d'Angleterre, se sont adressés à Monseigneur Courchaine pour les vœux, pour envoyer de l'argent, etc. Il ne s'adresse pas au maire, il ne s'adresse pas aux députés, il s'adresse à Monseigneur Courchaine. Parent qui... Mais à l'époque du feu, vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est Courchaine qui mène la ville. Qui mène la ville. Qui mène la ville. C'est ça. Et il est là, évidemment, et avec tout l'assemblage de curés. Ben, les curés, c'est le petit personnel, mais il y a les évêques, aux premières places, aux premières loges. C'est ça, et puis tous ceux du grand séminaire, tout ça. C'est vraiment... Et tout est noir. Mais évidemment, c'était le soir, on était en novembre. Mais le fait que presque tout le monde est habillé en noir, ça donne vraiment l'image que quand on parle de la grande noirceur, là, on a comme une espèce d'illustration véritable. Au premier degré. Ça se passe en noir. C'est ça. Est-ce que les gens ont applaudi? Est-ce qu'il y a eu quand même, à votre connaissance? Là? Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que tout l'événement, d'abord, c'est long. Hein? On est là avant qu'elle arrive. Je crois qu'elle arrive vers les 5 heures. 5h15, je ne sais pas, mais on est là, nous, peut-être depuis 4 heures l'après-midi, bon, etc. Puis c'est long, puis on attend. Donc la nuit tombe assez rapidement. Oui, la nuit tombe assez rapidement. Et à un moment donné, elle arrive. Et là, bon, évidemment, il y a une espèce d'applaudissement poli, à mon avis. Je le qualifie de poli parce que... Mais à un moment donné, elle marche, et puis, même si elle ne fait pas de salut et tout, mais à un moment donné, elle sourit, puis elle regarde, je la vois, elle se tourne de notre côté, de l'autre côté, elle sourit, et soudain, il y a une espèce de réchauffement d'atmosphère. À un moment donné, là... au lieu d'être un peu mécanique et tout, il y a comme une spontanéité. À un moment donné, je crois que les gens se sont mis à réaliser... D'abord, c'était une très belle femme, très belle jeune fille, dans le fond, de 25 ans. C'était magnifique, la princesse Élisabeth. Tout à fait. Et puis, son mari aussi, bel homme, etc. Bon, et dans son sourire, il y avait quelque chose. Et ça s'est réchauffé à un moment donné. Parce que là, mon souvenir, c'est justement que c'est la première fois de ma vie, et ça va être probablement important dans le restant de ma carrière, c'est la première fois de ma vie que je vois un enflammement populaire, c'est-à-dire quelque chose de, non pas d'imposé, mais quelque chose de spontané, quelque chose de vrai. On se met à lui exprimer, au-delà d'une admiration, même un peu un amour. Une ovation, un spectacle merveilleux pour la foule. Un spectacle grandiose, enregimenté, non spontané. On était obligé d'être là, je me rappelle. Et soudain, par sa présence, sa façon de sourire, même si ça n'a pas duré longtemps, on dirait que la foule s'est libérée, les cœurs se sont libérés un peu. Et on s'est mis vraiment à applaudir. Et je me souviens, là, ça m'émouvait, il y avait des gens qui pleuraient et tout. Et là, moi, c'est la première fois que je vivais une chose pareille. Est-ce que c'est ça qui m'a amené plus tard à avoir une espèce de penchant pour le côté spectaculaire des choses?
Probablement, sans doute. Sûrement un rapport. Oui, ça oui. peut être un peu l'espèce de scène primitive de ça. Oui. Parce que c'était du théâtre, dans le fond. Tout à fait. C'était du théâtre, le fait qu'elle arrive en train, qu'elle sorte du dernier wagon, qu'elle avance entre deux rangées de foule et qu'elle salue, qu'elle sourit un peu. Moi, je peux dire que la princesse Élisabeth, à 25 ans, a charmé les gens. Pas seulement à Rimouski, à Montréal, partout. Il faut rappeler quand même que la princesse, toute souriante, Oui. devait être préoccupée par le fait Oui. que son père était malade Oui. et sur le point de mourir, Oui, carrément. parce que Georges VI est très malade. D'ailleurs, c'est lui qui aurait dû venir, etc. Et puis, c'est un an après le feu de Rimouski, entre autres, ça avait une signification. Et là, il était tellement malade, mais ça, c'est les fameuses visites rituelles de la famille britannique. Il en fallait une, là, à un moment donné, mais il ne pouvait plus. Alors, il a demandé à sa fille aînée, qui était évidemment la prochaine reine, de venir. Et à chaque jour, elle était en communication constante avec le palais de Windsor. Et il y avait dans sa suite, dans son train, un secrétaire royal qui avait un brouillon de déclaration d'acceptation de la couronne. Parce que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Absolument, elle devait se préparer à ça. On a donc une jeune femme très préoccupée. Oui. On sait qu'elle aimait énormément son père, en plus. Oui. Sur le plan humain, pour elle, c'est quelqu'un qui s'attend à ce que son père va mourir. Elle le remplace. Et donc, elle est très préoccupée. Mais à 7 ans, je ne peux pas savoir ça. Et je suis séduit par son sourire. C'est ça, mon souvenir. Ce qui devait la rendre sympathique aux yeux de la société rimouskoise ou canadienne-française, c'est qu'elle s'exprimait parfaitement bien en français. Oui. Mais ça, oui, les Windsor parlaient français. La reine-mère aussi avait parlé français et tout. Bon, c'était presque une preuve de grande culture pour eux de parler français. Oui. Pour eux, la langue française, et même si ça a souvent été des ennemis, la France et l'Angleterre, on se respectait. Puis moi, je crois que la famille royale britannique s'est fait un devoir de parler français. Et c'est effectivement, elle avait... Je ne peux pas me souvenir directement de sa voix ce jour-là, mais elle a parlé. Et elle a parlé en français. Oui. Et je me souviens que ma mère l'avait noté, l'avait remarqué. Et ça surprenait un peu tous les gens parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'elle savait parler français. Et c'est vrai que finalement, cette princesse qui était très belle était une personne dont on a vu la carrière. Évidemment, elle est toujours reine. Je n'ai rien contre la reine. Évidemment, il y a eu le nationalisme québécois, il y a eu l'indépendantisme, il y a eu des visites moins heureuses. Il y a eu des visites moins heureuses, des mouvements auxquels j'ai participé. Ouais. J'ai travaillé, comme je vous disais, au journal Québec-Presse, qui est un journal directement indépendantiste, socialiste aussi, et tout. Et là, à un moment donné, ça prenait moins d'importance, la reine d'Angleterre et tout. Mais j'ai toujours regardé, est-ce parce que je l'ai vue si belle à 25 ans, souriant, regardant, j'avais l'impression qu'elle me regardait quasiment. Ouais. J'ai toujours tenu pour Élisabeth II. C'est un peu paradoxal pour paradoxal. d'une certaine manière quand on Oui, mais voit ça, écoutez, je vais vous dire, ce paradoxe-là est très souvent... Gérald Godin, par exemple, qui a été député du Parti québécois, qui a battu Robert Bourassa dans son comté, etc. Eu la chance de travailler. J'ai travaillé avec lui, j'ai été ami avec lui. Il était le rédacteur en chef à Québec-Presse. Eh bien, il aimait beaucoup les Britanniques. Robert Lemieux, qui a été l'avocat du FLQ, bon, l'avocat du FLQ, était un admirateur de Churchill, était un admirateur des Anglais. Il lisait de la littérature britannique, les auteurs Graham Greene, il adorait ça. Ça, c'est paradoxal, mais j'ai toujours été fasciné par le fait que chez les indépendantistes les plus convaincus, mais aussi les plus intelligents, les plus ouverts, il n'y avait pas cette... moi, je divise ça en deux. Il y a ceux qui sont revanchards, qui en veulent la conquête, etc. Mais il y a ceux aussi qui ont une tête sur les épaules et qui savent que quand même, il y a une culture britannique importante. Et là, la porte est grande ouverte pour parler de la visite de 1964, Robert. Ah oui. Là, bon, parlez-moi. Où êtes-vous? Que faites-vous? Que se passe-t-il? Bien là, je suis étudiant à Québec, au Collège universitaire Garneau. Je finis mon cours classique.
Et donc, en 64, donc, il y a eu l'élection de Jean Lesage en 60. Il y a eu ce qu'on appelle la Révolution tranquille. En 64, on est en pleine Révolution tranquille. Mais il y a aussi les premiers événements du FLQ en 63. Il y a Pierre Bourgault, qu'on commence à connaître, à parler et tout. Et là, il y a ce mouvement qui va finir par la création du Parti québécois et de René Lévesque qui va passer des libéraux au Parti québécois. Et donc, à l'idée de l'indépendance du Québec, la souveraineté association, bon, etc. On connaît toute cette histoire-là qui n'est pas finie et qui ne finira jamais sans doute. À la demande de Jean Lesage, justement, vous en parliez, la reine est invitée à Québec. Exactement. Mais là, c'est une toute autre affaire. Là, d'abord, il n'y a pas des écoles qui sont obligées d'aller là, pas du tout. C'est d'abord l'armée qui est appelée pour surveiller les événements, la police et puis l'armée. Vous étudiez à ce moment-là? Vous êtes étudiant? Oui, je suis rendu en philo 1, philo 2, fin du cours classique, au Collège universitaire Garneau. Donc, j'ai jeune vingtaine, etc. Voilà. Et je suis, pas embrigadé, mais je participe au renouveau politique. Je participe à cette idée d'indépendance. À ce moment-là, on se disait indépendantiste, carrément, ou séparatiste même. Tout à fait. Et je ne sais pas si les autorités policières ou politiques étaient assez bien informées. On savait que certains étudiants, dont au Collège Garneau où j'étais, qu'il y avait des possibilités que des gens manifestent. Mais là, manifeste violemment pour la venue de la reine. Elle n'est plus princesse, elle est reine. Et quelques jours avant, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, je la vois princesse à 7 ans, et là, plus tard, jeune homme, je me fais avertir par la police que la semaine prochaine, la reine Élisabeth va être à Québec, moi et d'autres, plusieurs étudiants, et on nous demande, parce que moi j'avais une chambre à Québec, j'étais externe au Collège Garneau, on me demande de quitter la ville pour le week-end. Attendez. Et j'ai été obligé de quitter la ville. Attendez, la police fait le tour des établissements. Le tour des établissements, je ne pourrais pas vous le dire. Mais dans mon cas, à moi et de quelques-uns de mes amis au Collège Garneau... Vous aviez été ciblés. On a été ciblés. Ouais. Et puis, on nous a demandé... on nous a pas demandé, on nous a dit de... Alors là, j'étais obligé j'étais revenu à Rimouski, j'ai passé la fin de semaine. Et ça avait été le samedi de la matraque. Alors, non seulement il n'y avait pas de foule pour l'admirer et l'applaudir, mais ceux qui étaient là se sont fait matraquer. Il y a une quarantaine d'arrestations. On a des images incroyables. Mais là, c'est parce que la Révolution tranquille a eu lieu. Le séparatisme québécois est en effervescence. Mais il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal dans le fait qu'en 1951, lors de sa visite à Rimouski, on vous oblige à assister. Oui, exactement. Et en 64, on vous oblige à ne pas assister. Voilà. C'est mon histoire avec la reine Élisabeth. Tout à fait. Mais malgré tout, vous avez toujours gardé un attachement à... J'ai toujours gardé un attachement à la reine Élisabeth et le jour où elle va mourir, ça va arriver bientôt, j'imagine, elle a 95 ans. J'aurai peut-être une larme, parce que j'ai toujours admiré cette femme-là. Comme sa mère aussi, qui, durant les conflits mondiaux, etc. et tout. J'ai toujours gardé une admiration. Un rapport qu'on peut établir entre le fait que vous avez quitté Rimouski, que la voie ferrée s'ouvre sur de nouveau d'autres paysages, d'autres réalités. Mais il y a un point d'ancrage quand même qui s'est passé ici, celui de la visite. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire cela par rapport à ce que vous allez devenir? Oui, le fait que ce soit une personnalité ou une célébrité, même si moi je ne sais pas grand-chose d'elle que c'est la princesse, je me rends compte qu'il y a une foule qui est là pour une personne. Ça aussi, ça joue beaucoup dans le fait qu'on va devenir plus tard journaliste ou les personnalités, entre guillemets, dans quelques domaines que ce soit, vont devenir des choses importantes, où on va s'y intéresser, on va vouloir écrire sur eux,
on voit des choses bien, des choses mal et tout. C'est vraiment le fait, quand vous choisissez d'être journaliste, moi, c'est devenu très tôt dans ma vie de devenir journaliste. Je n'avais pas pensé vraiment faire autre chose, mais j'avais été aidé évidemment par Lisette Morin, qui était un modèle pour moi et qui m'avait donné un job d'été dans son hebdomadaire. Et c'est venu très vite, et puis c'est ça. Ça s'est développé comme ça. Et aussi la présence de la gare et du chemin de fer. Parce que j'habite à une rue par là. On voit le derrière de ma maison, pas natale, je ne suis pas né là, mais c'est la maison. Vous entendiez le sifflement des trains, ça appelle au voyage. La nuit, ça pouvait me réveiller la nuit. Ça me faisait rêver un peu, puis j'entendais le sirène quand il refilait plus loin, s'en allait et tout. Et ça faisait comme une petite musique pour moi la nuit, je me rendormais là-dessus et tout. Et ça me donnait, et ça implantait en moi l'idée du voyage, le train. Et par la suite, je suis allé souvent en Europe, et quand j'allais en Europe, je voyageais en train. Parce qu'en Europe, c'est beaucoup plus facile de voyager en train qu'ici, au Canada. Surtout de ce temps-ci. C'est ça, oui. Alors, en Europe, vous pouvez vous acheter un Eurail Pass ou un Ital Pass, puis décider un soir d'embarquer dans un train, etc. Et j'ai fait ça souvent. Donc, c'était né à Rimouski, pas loin de la gare, cette idée, cette sirène de train la nuit. Pour moi, c'était rêveur, ça me faisait rêver. Et c'est un peu ça qui m'a amené à l'écriture. Oui. On revient, on se raccroche avec la visite du couple royal, et ça va ressurgir, ça va vous inspirer pour l'écriture dans une revue, celle de Villarail. Oui. Et vous avez puisé dans ces souvenirs-là qui ont été complétés, si j'ose dire, ou enjolivés, ou peu importe. Oui. Mais le fond se refait. Pourquoi? Là, oui, bien ça, d'abord, il y a plusieurs années, une quinzaine d'années, j'avais une chronique dans la revue de Villarail. Donc, je leur avais proposé une chronique où je parlais d'événements au sujet d'écrivains, de musiciens, de quoi que ce soit, qui avait un événement relié avec un voyage en train, que ce soit au Canada ou ailleurs, mais surtout au Canada, puisque c'était la revue de Villarail. Et donc, j'avais glissé là-dedans mon souvenir de la princesse à Rimouski, sur le quai de la gare. Ça allait de soi que je fasse ça. Mais par la suite, quand j'ai écrit un livre qui s'est appelé Déraillement... Déraillement, vous en parlez? Vous êtes inspiré de cet article-là? Oui, j'ai repris cet article-là que j'ai un peu réécrit, un peu peaufiné, et je l'ai glissé à travers d'autres, mais là, des événements à travers le monde. Si vous aviez été journaliste à l'époque, si vous aviez été témoin, vous aviez eu à relater cette visite de la reine avec vos souvenirs, ce que vous avez appris après, est-ce que vous auriez été un critique redoutable ou du moins un partisan favorable? Bien là, si on se remet, pour être honnête, si on se remet dans l'époque, est-ce qu'on pouvait être un critique redoutable à Rimouski en 1951 et de faire des articles qui seraient sortis du lot et qui auraient eu un point de vue critique? Bonne chance. Oui. Et si donc j'avais été ce journaliste-là à ce moment-là, j'aurais probablement trouvé personne pour publier mon article. Mais peut-être aussi que, non, pour être honnête, j'aurais été un peu aliéné par toute l'affaire. C'est sûr, c'est une époque, c'est une autre époque. C'est inimaginable aujourd'hui un événement comme celui-là. Et sinon, dans des pays comme la Corée du Nord, je ne sais pas où on organise des bons... mais disons que je m'imagine que j'aurais eu à traiter ça comme j'ai pu traiter des spectacles ou des œuvres ou tout. J'aurais sûrement fait ressortir le côté triste de tout ça, sombre, noir, entièrement catholique et tout. Un événement sans joie. Et un beau spectacle pour le garçon de 7 ans que vous étiez à l'époque. Ben oui, j'étais là-dedans. Et ça devait jouer. C'était mon premier grand spectacle, dans le fond. Et il y en aura d'autres. Mon premier, oui, il y en aura d'autres. Il y en aura beaucoup d'autres. Merci beaucoup, Robert Lévesque. Merci infiniment pour cette rencontre. C'est moi qui vous remercie. Merci.